Le déploiement de la MINUSCA, la mission intégrée de stabilisation des Nations Unies, suscite beaucoup d'espoir en Centrafrique. La présidente de la transition et son gouvernement attendent la concrétisation de cette opération. Plus de 200 morts, des disparus et de nombreux dégâts matériels, c'est le triste bilan enregistré ce dimanche par l'Inde et le Pakistan qui font face depuis le début de cette semaine aux pires inondations jamais connues depuis 60 ans. Et puis les rideaux sont tombés sur la 71e Mostra, le festival de cinéma de Venise. Le Lion d'or de cette année a été décerné au Suédois Roy Andersson. Très heureux de vous retrouver sur ce journal, mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons par la nouvelle du virus Ebola. Une injection d'un vaccin expérimental renforcé par une piqûre de rappel permet une protection rapide et durable contre Ebola chez des singes. Selon une étude publiée ce dimanche qui vient conforter l'annonce de tests sur les humains, une injection de vaccin basée sur un virus de rhume de chimpanzé et administré à des macaques leur a procuré une protection complète à court terme et partielle à long terme contre Ebola. Notent les auteurs de cette étude dans la revue Nature Médecine. De plus, les animaux qui ont eu la piqûre de rappel dans le cadre d'un nouveau schéma vaccinal en cours d'étude ont développé une immunité durable. Pour les auteurs de cette étude, il s'agit de la première démonstration d'une protection durable conférée par un vaccin contre le virus Ebola Zaïre, l'espèce virale à l'origine de l'épidémie qui a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique, selon l'OMS, qui, pour sa part, vient d'autoriser l'utilisation des thérapies à base de sang et des sérums dans la lutte contre ce mal. L'OMS a également précisé que les tests de sécurité de l'ensemble de ces traitements et vaccins se feraient sur la base de volontariat. Reportage. Les thérapies à base de sang et les sérums peuvent être utilisées dès maintenant dans les pays affectés par l'épidémie d'Ebola, tandis que la sécurité sanitaire des 2 premiers vaccins sera connue en novembre après des tests, notamment au Mali, a annoncé vendredi l'OMS. En outre, 2 vaccins prometteurs ont été identifiés et des études sur leur sécurité sont en cours ou vont bientôt démarrer aux États-Unis et en Europe, a-t-elle ajouté. Elle a précisé que la sécurité des vaccins serait connue en novembre et qu'ils seraient disponibles peu après. Les travailleurs de la santé seront les premiers à recevoir les vaccins une fois que les études de sécurité seront finalisées. Nous avons convenu que les traitements à base de sang et les sérums de convalescence peuvent être utilisés pour traiter le virus Ebola et que tous les efforts doivent être consentis pour aider les pays affectés à les utiliser de manière sûre. L'un est appelé chimpanzé adénovirus Ebola et l'autre VSV Ebola. Des études de sécurité sont en cours actuellement aux États-Unis d'Amérique et commenceront bientôt en Europe et en Afrique. Les régulateurs ont un rôle très important pour s'assurer que ce qui est utilisé sur la population humaine est efficace. Donc, ils sont vraiment en train de nous aider à préserver autant que possible la sécurité. C'est très important. La sécurité doit être préservée. Cela en même temps que le développement et très rapidement. While trying to preserve as much as possible safety, this is very important. Safety should be preserved. That at the same time development goes very quickly. L'OMS a également précisé que les tests de sécurité de l'ensemble de ces traitements et vaccins se feraient sur la base du volontariat. Et puis parlant toujours du virus Ebola, précisons alors que le nombre de morts de virus Ebola dépasse les 2000, le cap des 2000. Le Conseil exécutif de l'Union africaine tient ce jour même une réunion d'urgence à Addis Abeba pour discuter d'une stratégie commune face à l'épidémie et notamment de l'utilité des mesures de suspension de vol et de fermeture de frontières à l'encontre des pays les plus touchés. Pour sa part, le président américain Barack Obama a annoncé l'envoi de moyens militaires pour aider les pays africains les plus touchés à endiguer la maladie, n'hésitant pas à dire que l'épidémie était hors de contrôle. Toujours par rapport au virus Ebola, précisons que la Sierra Leone, l'un des pays les plus touchés de l'Afrique de l'Ouest,
par l'épidémie, avec près de 500 morts, a pris une mesure controversée en décidant de confiner à domicile sa population du 19 au 21 septembre prochain. Sur le plan politique, à Abidjan, Côte d'Ivoire, première journée de confrontation entre bourreaux et victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Précisons que cette crise a fait plus de 3000 morts en 5 mois. C'est dans le cadre de la justice traditionnelle. En Centrafrique, à présent, le déploiement de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies, suscite beaucoup d'espoir. La présidente de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, n'est plus toute seule à brûler d'impatience de voir se concrétiser l'opération. L'arrivée prochaine des éléments de la MINUSCA est un mobile de satisfaction profonde pour toute la population de Bangui. Reportage. Plus qu'une semaine et la Centrafrique aura accueilli une nouvelle force d'intervention sur son territoire, la MINUSCA. Pour la cause, ils sont en tout 12 000 casques bleus autorisés à être déployés. La mission onusienne sera commandée par un Africain et prendra pleinement ses fonctions à l'issue d'un transfert d'autorité avec la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Un transfert d'autorité prévu pour le 15 septembre. Dans le rang des populations, la nouvelle est favorablement accueillie et on s'impatiente même de voir les casques bleus à l'œuvre. Pour l'arrivée des casques bleus, je suis content et que c'est avec les bras ouverts qu'on peut les accueillir. On a eu à voir chez nous, ici, dans cet état que nous avons vécu, les Sangaris, MISCA, donc ce qui a fait que l'arrivée des casques bleus ou bien sous le commandement MINUSCA, ce serait encore mieux pour qu'ils puissent avoir la sécurité chez nous en Centrafrique. Disons que l'arrivée des casques bleus, la situation va quand même s'améliorer par rapport auparavant. Outre la protection des populations et des convois humanitaires, la MINUSCA aura pour tâche le maintien de l'ordre ou encore l'arrestation des criminels de guerre présumés. Elle devra aussi contribuer à préparer les élections qui mettront un terme à la transition l'année prochaine. La MINUSCA sera en termes d'effectifs la 3e opération onusienne de maintien de la paix pour un budget évalué entre 500 et 800 millions de dollars. 2 jours après une gigantesque coupure de courant qui a paralysé l'Égypte pendant plusieurs heures, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé ses compatriotes à faire preuve de patience. Pour lui, résoudre la pénurie d'électricité nécessite d'importantes ressources financières. Je vous invite ici à suivre un extrait du discours du président égyptien. Il faut être patient. Le problème avec les défis de l'électricité est colossal. Il faudra des investissements massifs et c'est un problème historique remontant à plusieurs années. Mais nous devons savoir que c'est une question qui ne sera jamais résolue en l'espace d'un jour. Je voudrais demander d'être patient. Je vous demande à vous, Égyptiens, le peuple égyptien, à faire preuve de patience. Le gouvernement somalien se prépare à faire face à une vague de représailles des islamistes Shebab. Mogadiscio craint en effet que ces derniers ne vengent la mort de leur chef suprême tué en début de cette semaine par une frappe aérienne américaine. Reportage. Au lendemain de la confirmation de la mort du chef des Shebab, c'est un calme précaire qui régnait ce samedi à Khartoum. Les autorités du pays et même certains anciens Shebab se réjouissent de cette mort. Je suis très content d'apprendre la mort du leader des Shebab. Quoi qu'il en soit, dans le passé, j'avais peur de l'organisation des Shebab, mais maintenant, ils sont battus et sont en fuite. Le gouvernement de Somalie se félicite de la bonne collaboration qu'il a avec les États-Unis et de la frappe aérienne qui a tué Ahmed Godan, le leader des Shebab. Sa mort a impacté la Somalie, surtout la sécurité et la stabilité du pays. C'est sans aucun doute le signe que la destruction des Shebab a commencé. Ahmed Godan est bien mort, mais le gouvernement somalien reste sur ses gardes. La crainte d'une vague de représailles des islamistes Shebab voulant venger leur chef suprême est palpable dans le pays. Comme vous le savez, le ministère de la Sécurité nationale a averti que le groupe pourrait lancer des attaques en riposte dans la ville. Nous avertissons tous les Somaliens d'être très vigilants.
Pour autant, le gouvernement somalien espère que la mort du chef des Chebab sera un tournant. Il a proposé aux combattants du groupe de déposer les armes dans le cadre d'une amnistie. En Turquie, à présent, la police anti-émeute a tiré ce dimanche des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour disperser des manifestants à Istanbul. Ces protestations font suite à la mort de 10 ouvriers enregistrés dans la chute d'un ascenseur sur un chantier de construction d'un bâtiment de plusieurs étages. La police est intervenue alors qu'un millier de personnes s'étaient rassemblées près de ce bâtiment de 32 étages pour manifester leur colère face au manque de mesures de sécurité sur ce chantier de construction. D'une manifestation à une autre, les partisans de la rébellion chiite au Yémen ont installé ce dimanche des tentes près de certains ministères à Sanaa et fermé la principale route menant à l'aéroport lors de nouvelles manifestations contre le gouvernement qu'ils accusent de corruption. Les opposants ont relancé leur mouvement de contestation après que la rébellion d'Ansarwallah a jugé insuffisantes les concessions du président yéménite sur la nomination d'un nouveau Premier ministre et la baisse du prix du carburant. Les partisans des rebelles chiites ont planté des tentes non loin des ministères de l'Intérieur, de l'Électricité et de la télécommunication et ont coupé la route menant à l'aéroport international à l'est de la capitale. La police yéménite a finalement fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour déloger les manifestants. Plus de 200 morts, des disparus et de nombreux dégâts matériels. C'est le triste bilan enregistré ce dimanche par l'Inde et le Pakistan qui font face depuis le début de cette semaine aux pires inondations jamais connues depuis 60 ans dans le pays. Dans ces deux pays, bien évidemment en Inde, plus précisément dans l'État indien de Jammu et Cachemire, les secouristes tentaient de récupérer les habitants bloqués par la montée des eaux. De nombreuses routes et des ponts également ont été endommagés. Le Premier ministre indien a fait le déplacement pour évaluer l'étendue du drame. En reportage. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Srinagar, capitale du Jammu et Cachemire, ce dimanche, afin d'évaluer les dégâts causés par les pires inondations dans la région depuis 60 ans. Les pluies torrentielles de la mousson au Pakistan et dans le nord de l'Inde ont fait plus de 200 morts, ont annoncé ce samedi des responsables dans les deux pays voisins. L'armée a été déployée dans les deux pays pour participer aux opérations de secours avec des hélicoptères et des bateaux auprès des populations coincées par la montée soudaine des eaux. Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a dirigé une réunion de crise ce dimanche et demandé une accélération des opérations de secours selon son cabinet. La plupart des décès ont été causés par des effondrements de toits, des électrocutions et des glissements de terrain dans la province la plus peuplée de Punjab pakistana et dans la partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Les inondations frappent aussi les régions le long des fleuves Chenab et Jhelum, tandis que leurs affluents sont également sortis de leur lit, a déclaré le général Mohamed Saed Alem, chef de l'autorité nationale de gestion des catastrophes. Rappelons que depuis 4 ans, le Pakistan subit des inondations meurtrières lors des moussons. En 2010, les pires inondations de l'histoire du Pakistan avaient fait près de 1800 morts et affecté 21 millions de personnes, provoquant une crise humanitaire. En Inde, c'est le Cachemire indien qui a connu les pires précipitations depuis au moins un demi-siècle. Une note de cinéma à présent, les rideaux sont tombés sur la 71e édition de la Mostra, le festival de cinéma de Venise. Le Lion d'or de cette année a été décerné à un Suédois, Roy Andersson, c'est son nom, pour son film Pigeon, un pigeon assis sur une branche réfléchissant sur l'existence. Reportage. À 111 ans, le vétéran suédois Roy Andersson a toujours son mot à dire dans le monde cinématographique. Pour la 111e Mostra de Venise, c'est à lui qu'est revenu le sacre de cette année avec son film Un pigeon assis sur une branche réfléchissant sur l'existence. La reconnaissance d'une carrière remarquable pour celui qui, en 2000, avait décroché le prix du jury à Cannes pour chanson du deuxième étage. C'est un grand honneur de recevoir ce prix, et particulièrement ici en Italie.
pays qui a donné tant de chefs-d'œuvre au cinéma, a déclaré Roy Anderson en recevant son trophée. Le Lion d'argent est quant à lui revenu à Josiah Oppenheimer avec The Look of Silence, une récompense logique pour un film qui revenait très régulièrement parmi les favoris de la compétition. Déception par contre dans le camp français, venu avec 4 représentants sur les 20 en lice pour le Lion d'Or, mais qui n'obtient pratiquement aucune récompense, à l'exception toutefois du prix Marcello Mastroianni, meilleur jeune interprète, attribué à Romain Paul. Petit à petit, j'ai sympathisé avec la réalisatrice et j'ai pu avancer et de plus en plus aimer le cinéma. Et aujourd'hui, rien que d'avoir fait un film, c'était déjà énorme. Et être là aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, mais c'est aussi beaucoup de stress, comme je le disais. Si surprise il y a eu au cours de cette édition de la Mostra, elle vient du favori Birdman du Mexicain Alejandro González, qui s'était maintenu en tête des pronostics tout au long de la décade vénitienne, mais qui part bredouille de la compétition. Du football à présent sur le continent africain, le Nigeria, tenant du titre, et le Ghana ont été surpris à domicile ce samedi lors de la première journée de la phase de groupe des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015, tandis que l'Algérie et le Cameroun ont tenu leur rang. Voici le point des matchs comptants pour la qualification pour cette CAN Maroc 2015. Suivons ensemble. Dur réveil pour les mondialistes lors de la première journée de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. À Calabar, sur fond de crise au sein de la fédération nigériane et d'ultimatum de la FIFA, les hommes de Stephen Keshi se sont inclinés face au Congo de Claude Leroy sur le score de 3-2. À Koumassi, le Ghana avec les frères Ayou, mais sans Essien ni Muntari et Boateng exclus du groupe en plein mondial, a concédé le match nul face à l'Ouganda, 1 but partout. Toujours au rayon des contre-performances, la Zambie a aussi concédé le nul contre le Mozambique, 0 but partout. A contrario, l'Algérie a ouvert l'air Christian Gourcuff par une victoire en Éthiopie, 2-0. Le Français a réussi ses débuts à la tête des Fennecs, lui qui a la lourde tâche de succéder au Bosnien Vahid Halilhodžić, idole qui a conduit la sélection à l'historique 8e de finale au dernier mondial. Le Cameroun a lui aussi fait respecter la hiérarchie en battant la République démocratique du Congo à Lubumbashi par le score de 2-0. Toujours dans le groupe D, la Côte d'Ivoire s'est un peu remise de son mondial raté après son succès sur la Sierra Leone, 2-1. Enfin, le Burkina Faso a battu le Lesotho 2-0 à Ouagadougou et le Cap-Vert est allé s'imposer à Niamey au Niger par le score de 3-1. Vendredi, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Guinée avaient bien entamé leur campagne en battant respectivement l'Égypte 2-0, le Soudan 3-0 et le Togo 2-1. En page magazine, restons toujours dans le monde sportif, mais cette fois-ci avec des pratiquants particulièrement spéciaux. Au Japon, des nostalgiques du stade s'adonnent à des compétitions particulières surnommées les vieux de stade. Ils se donnent du moins rendez-vous chaque année pour de nouveaux défis. Reportage. C'est le centenaire le plus rapide du monde. À 103 ans, cet athlète japonais court le 100 mètres en 29 secondes 83. L'année prochaine, celui qu'on surnomme Golden Bolt veut battre un nouveau record dans la tranche d'âge des 105-109 ans. En tant qu'unique candidat de tous les temps dans sa catégorie, il n'aura techniquement qu'à franchir la ligne d'arrivée. Je n'ai pas de secret en particulier. Simplement, j'ai un petit corps. Alors je fais attention à ce que je mange. Chaque bouchée, je la mastique 30 fois avant d'avaler. Comme ça, mon estomac est content. Oh, je peux encore courir 5 ans. Hidekichi Miyazaki est le doyen de plus de 6000 retraités inscrits aux Masters d'athlétisme au Japon. Il existe plus de 40 tournois à travers le pays, comme celui-ci à Kyoto. Mais rares sont les candidats qui, comme Mitsue Tsuji, pratiquent encore à 85 ans la course, le triple saut et le lancer de poids. Je suis vieille. Je ne sais pas quand la mort viendra me chercher. Mais tant que j'en suis capable, je ne vais pas m'arrêter de faire du sport. Yoko Nakano, elle, n'a que 78 ans, ce qui ne l'empêche pas de courir le marathon.
Elle détient le record du monde dans sa tranche d'âge. L'année dernière, elle a subi une opération de l'estomac et a perdu beaucoup de poids. Mais pour ne pas perdre le rythme, elle a continué de marcher 7 km par jour dans les couloirs de l'hôpital. Je veux courir le marathon au moins jusqu'à mes 80 ans. Quand j'aurai 80 ans, je pourrai battre de nouveaux records. Et l'année de mes 81 ans sera celle des Masters mondiaux d'athlétisme. J'espère bien courir en bonne santé jusque-là. Au Japon, plus d'un quart de la population a plus de 65 ans. Et tandis que le pays vieillit à toute vitesse, certains, comme Hidekichi, Yoko ou Mitsue, espèrent défier l'âge et repousser leurs limites encore longtemps. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais avant de partir, je vous propose de méditer cette pensée d'Oscar Wilde qui dit « Regretter les expériences qu'on a connues, c'est arrêter de son propre développement. Les nier, c'est mettre un mensonge sur les lèvres de sa propre vie. Ce n'est rien moins que le reniement de l'âme. » C'est de Oscar Wilde. Madame, monsieur, ce serait donc tout enfin pour ce journal. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet Sika TV Info et sur notre page Facebook Sika TV.